Après 15 mois de bombardements intensifs sur Gaza, un accord de cessez-le-feu historique a enfin été conclu avec l'État israélien à l'issue de longues négociations au Qatar. Ce cessez-le-feu annoncé par Joe Biden doit entrer en vigueur dimanche 19 janvier. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit présenter formellement l'accord à son cabinet de sécurité ce jeudi avant de le soumettre à l'approbation de son gouvernement. Pour en discuter, nous recevons sur Mizan TV Omar Al-Soumi, un des responsables de l'association Urgence Palestine. Bonjour Omar Al-Soumi. Bonjour. Quelle est votre première réaction face à cet accord de cessez-le-feu potentiellement effectif? D'abord, il y a le niveau des sentiments. Et les sentiments, bien sûr, ils sont mêlés. Il y a un grand soulagement, presque de la joie. On partage la joie des habitants de la bande de Gaza qui sont sortis nombreux dans la rue hier pour exprimer leur satisfaction face à l'arrivée de cet accord qui était tellement attendu. Il y a aussi, bien sûr, la tristesse qu'on partage avec celles et ceux qui sont dans les décombres de leur maison, qui sont encore endeuillés par les martyrs et les blessés. Et il y a aussi un très grand sentiment de responsabilité. Le sentiment de responsabilité, il doit se décliner de la façon suivante, je crois. Le premier, c'est celui d'une analyse un petit peu à tête froide, au-delà des sentiments de la situation qu'on traverse. Un premier élément qu'on peut noter, à mon avis, c'est le fait que les termes de l'accord tels qu'ils sont aujourd'hui en train de se dessiner, c'est à peu près ceux d'il y a 8 mois. Et donc, c'est le sentiment d'un très grand gâchis, en fait. Ce n'est que grâce à la pression montante des différentes chancelleries internationales, l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, mais aussi la pression populaire à travers le monde, qui fait que on a cet accord aujourd'hui. Mais en fait, on aurait pu l'avoir il y a plusieurs mois, et c'est donc le sentiment que c'est la pression uniquement qui a permis de faire face à l'arrogance et à l'entêtement des autorités israéliennes. Il y a dans l'analyse aussi, je pense, un point important, il faut le poser, c'est le sentiment que il s'agit là déjà d'une défaite pour Netanyahou et pour le gouvernement de ce régime fasciste, génocidaire. Il s'était entêté jusqu'au bout à vouloir obtenir la reddition pure et simple des forces de la résistance palestinienne, et cela, malgré la violence de la destruction, du génocide, de la famine, ils ne l'ont pas obtenu. Le peuple palestinien a tenu bon, et sa résistance a tenu bon. Et ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré comme une victoire. L'accord prévoit un cessez-le-feu donc en 3 phases. La première, une trêve de 6 semaines, permettra la libération de 33 prisonniers israéliens et 1000 prisonniers palestiniens. Comment réagit la population palestinienne à cet accord? On est tous dans un état de grande vigilance, de grande prudence. L'histoire du peuple palestinien et des traîtrises nombreuses des Israéliens dans les différents accords qui ont pu être menés dans cette longue histoire de lutte qu'est la nôtre. Tout cela nous appelle à une grande prudence. On attend de voir étape par étape comment le gouvernement israélien va se comporter. Rien n'est exclu. L'expérience toute récente du cessez-le-feu qui a été voté au Liban nous montre combien en fait les Israéliens vont continuer à s'accrocher à chaque centimètre carré de terrain et combien il est nécessaire de rester prudent. Ils vont continuer de bombarder. Il y a eu 30 personnes qui sont tombées en martyrs, qui ont été massacrées depuis les annonces de cet accord à Doha au Qatar hier. Et donc il y a ce sentiment mêlé qu'il y a un horizon, il y a une perspective, il y a des étapes et des jalons qui sont en train d'être posés pour aller vers la libération des prisonniers palestiniens, pour aller vers la fin et un cessez-le-feu durable, donc vers la fin de cette guerre, et la reconstruction de Gaza qui est tellement attendue et indispensable aujourd'hui. Mais il y a en même temps une très grande prudence quant au risque que les Israéliens continuent jusqu'à la dernière minute et à chaque instant de faire échouer cet accord pour imposer par la force, comme ils le font toujours, des conditions qui leur seraient plus favorables. La deuxième phase de l'accord sera discutée à partir du 16e jour de la trêve. Elle vise à instaurer un cessez-le-feu permanent, à libérer tous les otages restants et à poursuivre le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Enfin, la troisième et dernière phase se concentrera sur la reconstruction de Gaza. Les dispositions de cet accord répondent-elles aux revendications des organisations palestiniennes? Cet accord tel qu'il est aujourd'hui, il est aussi le fruit d'un rapport de force. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'objectif initial des forces de la résistance palestinienne, c'était de libérer le maximum de prisonniers palestiniens et d'imposer une nouvelle direction palestinienne unifiée pour mener la suite de notre lutte de libération. Personne ne s'attendait à ce que Israël fasse un tel déchaînement de force et de violence. Personne ne s'attendait à ce que
Israël montre la nature génocidaire en fait de son idéologie fasciste au pouvoir. Donc bien sûr, l'accord il correspond pas aux aspirations du peuple palestinien. L'accord c'est un compromis, mais qui garantit en fait l'essentiel, les lignes rouges qui avaient été posées par les négociateurs palestiniens. Le premier, c'est celui de la fin des hostilités, de la cessation des offensives guerrières de l'armée israélienne, le redéploiement des forces israéliennes à l'extérieur des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza, et la possibilité donc pour les habitants de la bande de Gaza de se déplacer à nouveau vers leur maison, vers leur ville d'origine, etc. Le point le plus important, je crois, c'est celui qui est relatif à la libération des prisonniers en échange des prisonniers israéliens. C'est là où il y a des enjeux qui sont encore très importants. Les négociations sont encore en cours. La première phase parle de la libération de 1200 prisonniers palestiniens environ. C'est pas les cas les plus complexes pour l'instant. C'est les femmes et les enfants. C'est un certain nombre de prisonniers de la bande de Gaza et des prisonniers politiques, 200 d'entre eux, qui sont des peines de perpétuité, mais qui sont celles plutôt de la deuxième intifada, donc des prisonniers qui sont dans les geôles israéliennes depuis plus de 20 ans, mais qui n'ont pas nécessairement un rôle politique de premier plan. L'enjeu va se passer vraiment au niveau de la deuxième phase. Les éléments de la deuxième phase ne sont pas encore complètement arrêtés, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est dans une logique de vigilance et de poursuite de la mobilisation. Comme on l'a dit, les négociations sont le fruit du rapport de force, et dans ce rapport de force, aussi infime qu'il soit, la pression internationale, la pression même de la mobilisation dans les rues et à tous les échelons reste importante et même déterminante pour continuer à peser en faveur des intérêts du peuple palestinien. Vous le disiez précédemment, donc Israël visait à démanteler totalement le Hamas et à prendre le contrôle de Gaza, mais ces objectifs semblent ne pas avoir été atteints. Avez-vous un commentaire à rajouter là-dessus? Je pense que c'est important de le noter. L'arrogance sans limite du gouvernement israélien soutenu qu'il était par les États-Unis, et par l'Europe, par des forces internationales extrêmement puissantes, le blanc-seing qu'il a reçu, le feu vert à la destruction totale du peuple palestinien et de sa résistance, s'est heurté en fait à ce peuple courageux, déterminé. Et je crois que au-delà de la capacité de la résistance palestinienne à tenir bon sur le terrain et à infliger des pertes jusqu'à aujourd'hui à l'armée coloniale, il y a l'extraordinaire résilience et détermination, la foi, le courage de ces personnes qui ont tout perdu. Leurs vies sont dans les décombres de leur maison. Leurs enfants ont été assassinés, amputés sans anesthésie du fait de la destruction des hôpitaux. Et malgré ça, ils ont tout perdu, sauf leur dignité, sauf leur courage, sauf leur foi dans la justesse de leur cause. Et le fait que le peuple palestinien ait tenu bon à cet endroit-là précisément, c'est, je pense, ce qui a permis aujourd'hui de mettre en échec les prétentions aberrantes des forces coloniales du régime sioniste. Omar Al-Soumi, quelles garanties ont été mises en place pour que les deux parties respectent l'accord? Alors les garanties, c'est celle de la supervision américaine, qatari et égyptienne. Ce sont des garanties qui, aujourd'hui, on le voit, hein, le gouvernement israélien, Netanyahou, ses alliés de la frange la plus extrême du nationalisme sioniste religieux, sont aujourd'hui en peine de refuser tout bonnement cet accord. Ils ont été de fait contraints par un rapport de force qui inclut le fait que les Américains ne souhaitent plus rester embarqués dans cette guerre sans limite. Et en même temps, ces garanties, elles sont fragiles. On sait que les Américains ont un projet impérialiste dans la région dont Israël est un élément clé. Leur agenda, c'est celui de remodeler le Moyen-Orient dans le cadre d'une vision stratégique qui garantisse en fait la pérennité de l'hégémonie américaine. Et donc le fait qu'ils soient les parrains avec le Qatar et l'Égypte de cet accord fait qu'on reste nécessairement prudent. Ce qui est évident de mon point de vue, c'est que ils entendent poursuivre la guerre par d'autres moyens. Après une guerre génocidaire qui a contribué à détruire la légitimité du projet sioniste et a en fait finalement menacé les intérêts américains dans la région, le but du patron impérialiste aujourd'hui, c'est de continuer la guerre par d'autres moyens
On sait qu'ils vont utiliser la reconstruction comme un levier pour imposer en fait un agenda qui vise à éliminer toute forme de résistance, toute forme d'indépendance palestinienne, toute forme de souveraineté et de dignité en fait au peuple palestinien, et à imposer un agenda qui, avec les Émiratis, avec certaines forces collaboratrices palestiniennes, pourrait être tenté de reconfigurer les suites de l'accord à la faveur des intérêts coloniaux dans la région. Donc on reste extrêmement vigilant, mais ce qu'on peut dire, c'est que la dynamique aujourd'hui, elle est plutôt positive. Et donc là où on attendait, côté israélien, la reddition pure et simple de la résistance palestinienne, on voit bien que la résistance palestinienne reste présente. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cette résistance, c'est l'incarnation de l'aspiration du peuple palestinien à l'autonomie, à l'indépendance et à la fin du régime colonial. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous retirer. Qui est un fait majeur, vous l'évoquiez lors de cet entretien, le rôle de Donald Trump. Quel a été-il, selon vous, dans cet accord de cessez-le-feu, alors que justement il serait officiellement intronisé président des États-Unis le 20 janvier, lundi? C'est assez stupéfiant de voir que les menaces de Donald Trump, avant même qu'il prenne effectivement ses fonctions, suffisent à créer une forme de panique générale dans les chancelleries du monde, et que la pression qu'il exerce, alors même qu'il n'est pas encore formellement au pouvoir, suffit à peser, y compris sur les Israéliens qui ne voulaient rien entendre. Donc de ce point de vue, effectivement, on sent bien qu'il y a un changement de ton, qu'il y a un changement dans la modalité dont le leadership américain s'exerce, mais on reste plus que vigilant. Trump a une administration qui est la plus pro-israélienne de l'histoire sans doute des États-Unis. Il dit combattre l'État profond. Ce qui est sûr, c'est qu'il a assis les intérêts sionistes au cœur de l'administration américaine. Donc ça a joué en faveur d'un accord, ça a joué en faveur de ce cessez-le-feu, mais il est évident de mon point de vue que l'agenda américain reste un agenda de domination de la région, et que, encore une fois, Trump, je pense, est dans une logique plus transactionnelle, dans une logique où il veut avoir des résultats en échange des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire, notamment, qui ont été donnés à Israël. Et il me semble que c'est une rationalité assez économique, froide, qui a prévalu dans le positionnement de Trump. Et effectivement, on peut penser que c'est sa vision de l'intérêt américain, mais qu'elle n'est pas totalement contradictoire avec l'intérêt bien senti du régime sioniste. Les intentions israéliennes, les intentions coloniales et impérialistes de façon plus générale, elles se heurteront toujours à la détermination et à la volonté du peuple palestinien. Le peuple palestinien aujourd'hui, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, et c'est ce que défend aujourd'hui la résistance palestinienne, c'est un leadership palestinien unifié. Ce leadership, il est dans les prisons israéliennes. Ce leadership, c'est les différentes figures bien connues, Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, les dirigeants des différentes organisations palestiniennes qui, s'ils sortent, ont la légitimité en fait pour proposer une alternative à une autorité palestinienne aujourd'hui dont la légitimité est totalement effondrée, qui couvre aujourd'hui les intérêts sécuritaires, qui joue le rôle finalement de gardien des intérêts sécuritaires de l'occupant et du colon. Et de toute évidence, cette volonté du peuple palestinien à l'unité pour poursuivre la lutte, elle est plus forte que jamais. Merci Omar Al-Soumi. Avez-vous un mot à ajouter? Moi, à tous les auditeurs et les auditrices, on a remporté des batailles importantes. Le combat ici, il continue en France contre la complicité du gouvernement français avec ce régime génocidaire. On l'a dit, prudence et vigilance, ça veut dire aussi que la mobilisation, elle continue par tous les moyens nécessaires. On va continuer à se battre contre l'impunité des génocidaires sionistes. C'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu que la mobilisation, elle s'arrête. Au contraire, on doit s'organiser et être plus fort que jamais pour soutenir le peuple palestinien dans les étapes décisives de la suite de son combat pour la libération. Messieurs, mesdames, les auditeurs, n'hésitez pas donc à partager cette émission, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Et puis vous retrouverez très prochainement d'autres entretiens sur Mizan TV. Merci à tous.